Dernière ligne droite de votre Vespérale sur E-Télé, mesdames et messieurs. L'aventure a démarré depuis 18 heures. Nous abordons la dernière partie qui est consacrée au débat. Mes débatteurs sont déjà en plateau avec moi. Ce soir, on va parler de deux sujets principaux pour notre pays. Escalade verbale entre Béninois et Gabonais sur les réseaux sociaux. Le gouvernement béninois appelle à la retenue. Deuxième sujet, si le temps nous le permet, enseignement supérieur au Bénin, les chantiers qui attendent la nouvelle équipe rectorale de l'université d'Abo-Bekalavi. Trois débatteurs en plateau avec moi. Dr Wenceslas Maoussi, il est spécialisé dans l'impact et l'application des technologies numériques en Afrique francophone. Je le rappelle, Wenceslas Maoussi a été nommé 30 janvier 2019 directeur adjoint de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication à l'université d'Abo-Bekalavi où il est resté jusqu'en 2022. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci de cette invitation sur la Vespérale. Nous sommes honorés par votre disponibilité ce soir. Allez, en face de Dr Wenceslas Maoussi, quelqu'un que vous connaissez déjà, un habitué de ce plateau, juste à Kakpo. Bonsoir. Bonsoir Abdias et bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs. Juste est analyste politique. Il va nous servir ses analyses sur les deux sujets ce soir. Quelqu'un que je m'en vais également vous présenter, elle est spécialiste sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Elle a également fait des études en diplomatie et relations internationales. Maë Sarat Raoufou, bonsoir. Bonsoir Abdias, bonsoir à nos chers auditeurs. Merci de nous gratifier de votre temps ce soir. La première question, je vais la faire bien évidemment à Kakpo. Juste depuis un certain temps, on sent que entre Béninois et Gabonais sur les réseaux sociaux, le torchon brûle. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors déjà, pour rappeler le contexte dans lequel cette situation-là est arrivée, nous allons tout simplement remonter à cette décision formelle qui a été prise par les autorités gabonaises sur la base de certaines, je dirais, conjonctures économiques qui sont en train d'être observées dans le pays. Parce que, qu'ils vous souviennent, le Gabon est un pays qui dispose énormément de ressources pétrolières, mais il se fait que les ressources pétrolières sont tarissables. En dehors de ça, le pays vit aussi avec l'exploitation du bois. Et ces ressources-là sont des ressources qui sont tarissables, ce qui fait que à un moment donné, déjà dès le début, du fait qu'il y a disponibilité de ces ressources-là, on a laissé le champ libre aux étrangers pour pouvoir mener certaines activités économiques, notamment le commerce. Ce qui a fait que on a observé jusqu'à un moment donné une certaine domination si je peux le dire entre griffes, une certaine domination des étrangers sur cette terre-là, dans ce secteur-là, surtout dans l'informel, ce qui a fait que à un moment donné, la situation économique étant en pleine évolution et que des difficultés ayant commencé par naître, à un moment donné, les autorités gabonaises ont décidé de prendre la décision d'interdire l'exercice de certaines activités économiques par des étrangers qui sont sur ce sol-là. Mais l'annonce a été faite de façon brutale. On s'est levé un jour et puis l'annonce a été faite, ce qui a amené à une certaine indignation de la part des gens qui se trouvent sur ce sol-là et qui se retrouvent touchés par cette décision. Mais la situation qui a amené à cette tension-là, c'est le fait que à un moment donné, les gens se retrouvent aussi à acculer les Béninois qui se retrouvent bien évidemment, plus principalement au niveau du marché Lambéréné, qui est occupé en majorité par ces Béninois-là. Les Gabonais ont commencé par, à un moment donné, réclamer
réclamer le fait que ce soit eux qui soient en train d'occuper ce marché-là, ce qui a amené maintenant, d'un autre côté, les Béninois sur les réseaux sociaux, les Béninois ainsi que les Gabonais ont commencé à un moment donné par se lancer des pics sur les réseaux sociaux, ce qui a commencé par un ton un peu amusant, à dégénérer et a commencé par entrer dans du sérieux jusqu'à ce qu'on est arrivé à une situation où on a commencé même pas à faire de comparaison au niveau des infrastructures qui sont installées au niveau des deux pays. On a commencé par faire des comparaisons allant jusqu'au niveau du niveau intellectuel réel qu'affichent les compatriotes et les citoyens de ces deux pays-là, ce qui a amené maintenant à toucher certaines sensibilités qui ont, à un moment donné, commencé par dégénérer, ce qui a conduit à cette situation regrettable qu'on est en train d'observer jusqu'à maintenant. Madame Raoufou, quelle est la lecture que vous faites de ce récit que vient de nous servir notre cher Akapo? Merci Abdias. La situation actuelle entre le Bénin et le Gabon, c'est une situation justement qui a commencé sur les réseaux sociaux. Et comme mon prédécesseur l'avait rappelé, ça a commencé par des insultes. D'abord par une vidéo d'une dame sur les réseaux sociaux selon laquelle ce sont les Béninois qui occupent le marché. Ensuite, par la nationalisation de l'économie informelle, comme le prédécesseur le disait. Comme le prédécesseur le disait justement, après la nationalisation de l'économie informelle, que je trouve que justement cette nationalisation n'est pas si négative, parce que nous-mêmes on peut le faire ici au Bénin. Donc il ne faudrait pas condamner le gouvernement gabonais d'avoir nationalisé une partie de son économie qui constitue quand même une partie importante. Mais nous avons quand même vu la crise évoluer, nous avons vu les dynamiques. Et aujourd'hui, ce qui a conduit à ce qu'on voit aujourd'hui, les invectives entre les populations béninoises et les populations gabonaises, c'est justement la place qu'occupe le numérique dans les relations internationales aujourd'hui. Je pense que nos dirigeants aujourd'hui ont commencé par s'en rendre compte que le numérique prend énormément de place parce que un incident qui s'est déroulé a pris un peu de propagande et c'est comme ça que nous avons vu les Béninois envoyer des pics aux Gabonais, les Gabonais envoyer des pics aux Béninois. Mais la question qu'il faut principalement se poser ici, c'est finalement ces invectives servent à quoi et servent réellement à résoudre quel problème. Et nous avons remarqué que le ministère des Affaires étrangères a sorti des communiqués justement pour appeler la population béninoise à la retenue et un communiqué que nous saluons justement, mais il y a un problème, le silence des autorités gabonaises jusque-là. On a vu le ministre des Affaires étrangères gabonais et la vice-présidente du Bénin lors de la rencontre à Tokyo, qui ont parlé justement de la question de la sécurité et des interrelations entre les Béninois et les Gabonais. On a vu les deux parties justement ont appelé à la coopération bilatérale et la retenue. Mais justement, après la sortie de l'influenceur Alain Kenneth, que nous savons tous, c'est justement après cette sortie et certaines sorties qui avaient laissé des traces que ces violences verbales continuent. Et ici, nous rappelons quand même que au-delà de tout ce qu'on voit, il faut faire appel à notre sens d'intégration africaine parce que cette question, justement, nous rappelle la fragilité de la question du panafricanisme ou même de l'intégration africaine entre nos différents pays. Merci. Oui, c'est cela, mais aussi pour vous qui scrutez très bien tout ce qui est nouvelles technologies. Et ici, on met sur le banc des accusés les nouvelles technologies, le numérique. Est-ce que tout de suite, on peut dire que si le numérique n'existait, ce problème ne serait pas né? Non, on ne va pas le dire comme ça, parce que vous savez, si vous faites une lecture que je vais appeler diachronique, dans l'histoire du Bénin et du Gabon, il y a eu, dans les années 70 aussi, un problème pareil, jusqu'à ce qu'il y ait rapatriement. À l'époque, il n'y avait pas encore la présence des réseaux sociaux numériques. Et donc, pourtant, les Béninois ont été rapatriés sur le Bénin. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'effectivement, ces derniers temps,
les invectives, je vais emprunter le mot à la consoeur à côté, ou les violences verbales qu'on observe sur la toile, ou le cyberespace à la fois béninois et gabonais, permettent d'envenimer un peu, la situation. Mais au fond, je pense que il va falloir, au-delà des communiqués que je vois de la part du gouvernement béninois, il va falloir éduquer vraiment les citoyens béninois à une culture numérique qui leur permette de ne pas tout de suite invectiver et d'avoir une culture de la paix ou de la décence ou même du discours courtois sur le cyberespace. Aujourd'hui, on interpelle les gens effectivement par rapport à cette affaire. Mais ce qui est important, c'est quand une situation se pose de façon réelle et quand on est sur le cyberespace, il va y avoir beaucoup de retenue. Il y a d'autres cas que je ne vais pas évoquer ici, au-delà du cas gabonais ou du cas béninois sur cette affaire des deux pays. Pour moi, qui sont en réalité des quartiers de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un continent qui est assez vaste. Donc, on est des compatriotes. Quand on est gabonais, quand on est béninois, on est tous des compatriotes. Sur le cyberespace, comment on se comporte pour ne pas arriver à ces escalades verbales, jusqu'à ce qu'on arrive à comparer des villes, on arrive à comparer des statuts, jusqu'à comparer des cours présidentiels. C'est de l'ordre du voyeurisme, ça ne veut rien dire. C'est pas ça qui fait que, voilà, il y a la fierté, d'accord, d'être béninois ou d'être africain, tout coup, mais on n'a pas besoin, de mon point de vue, d'aller jusqu'à ce niveau-là. Et donc, il y a une éducation à reporter ou à mettre sur le cyberespace qui doit être une éducation réelle chez nous, les uns les autres. Moi, j'ai horreur d'un phénomène que j'observe sur le cyberespace. Deux, trois mouvements, on allume du live et les gens sont là. Ça n'a pas de contenu, on dit rien de concret, et ça va dans tous les sens. Et c'est ça qui arrive. Et les gens invectivent. Et donc, pour moi, la régulation médiatique que nous avons avec la haute autorité de l'audiovisuel de la communication doit pouvoir aller à aussi une régulation du cyberespace. Parce que le cyberespace aujourd'hui est un espace public au sens ancien du terme, qui est un espace qui doit pouvoir être régulé. Ce n'est pas un espace de non-droit. Et de ce point de vue, il faut faire en sorte, il faut trouver dans notre pays quelle institution va pouvoir nous aider à réguler cet espace-là. Les lives qui font sur les TikTok, on peut faire du live, d'accord, sur des sujets et autres, mais dès lors qu'on fait du live sur des sujets sensibles de ce genre, de la cohabitation, du voisinage des Béninois ici et d'ailleurs, et dans d'autres sujets, vous devez pouvoir, de mon point de vue, savoir ce que vous dites. Il y a un minimum de mots-clés, minimum de discours qu'on doit pouvoir, on ne peut pas et traîner sur le cyberespace. Vulgariser, j'allais dire, le discours haineux. Vous savez, nous travaillons sur la question ou les questions d'intégrité de l'information et c'est 4 ou 5 éléments que je vais vous citer rapidement. Vous allez comprendre qu'on a intérêt à aller à ce niveau-là. Vous avez la question de la désinformation aujourd'hui. Vous avez la question de la malinformation, de la mésinformation. Vous avez la question de l'information comme bien public et enfin, vous avez le discours haineux. Et c'est ce pan de l'intégrité de l'information que nous avons. Les gens ne savent même pas de quoi il est question. Ils se mettent sur les réseaux pour parler. On parle d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. Comment éviter qu'est-ce que je vous ai dit? Est-ce que j'ai les éléments? Donc, aujourd'hui, il faut éduquer les citoyens qui sont à l'étranger ou pas. Quand vous êtes en ligne, il faut savoir ce que vous dites. Vous ne le dites pas pour injurier. Vous ne le dites pas pour invectiver. Vous ne le dites pas pour insulter. Vous tombez dans l'outrage, vous tombez dans le discours haineux, etc. Et donc, pour le vivre ensemble, à la fois entre Béninois ou entre Africains, nous devons savoir raison garder. Et c'est là le gros lot du problème. Et donc, pour moi, les autorités devaient rapidement se saisir de cette affaire-là. Comme ils le font, il y a 3 communiqués de mon point de vue, mais les communiqués ne règlent pas le problème. Il faut aller à un instant où il faut même, s'il faut interdire, je le dis, ce n'est pas de la dictature, à un moment donné, de ne pas aborder ce sujet. Ou si vous l'abordez, il n'y a pas de question de juillet X ou Y, ou de comparer les infrastructures d'un pays à un autre, c'est complètement... je n'ai pas de mots dessus, mais ça ne veut rien dire si on le fait. Parce qu'en réalité, on est les mêmes. Et vous ne savez pas demain ce qui va se passer dans notre pays ou ailleurs. Donc, de mon point de vue, il y a ce côté d'éducation, de culture numérique, de culture de l'information à avoir que n'ont pas totalement inculqué à nos citoyens, ici comme ailleurs, et c'est ça qui envenime la situation.
C'est ça qui envenime la situation. Moi, je peux vous dire, j'ai allumé des lives ces 2 derniers jours, je tombe dedans, mais de quoi il est question au fond? Alors qu'à un moment donné, il y avait eu effectivement le dossier, et comme elle a dit, la vice-présidente de la République du Bénin et le ministre des Affaires étrangères se sont rencontrés lors de sommet international, et on dit, mais au fond, nous n'avons aucun problème entre eux. Les 2 États n'ont aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alors pourquoi? C'est un peu comme si, excusez-moi beaucoup, par ailleurs ou par endroit, les gens sont peut-être désœuvrés, ils ne savent pas de ce quel sujet aborder sur le cyberespace. Il faut meubler l'espace. Non, quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Il y a la data qu'on paye cher, et pourquoi on est tout le temps allumé là, à dire des choses que parfois on ne maîtrise même pas. Moi, c'est ce qui me gêne. Quelquefois, j'ai fait l'exercice d'être sur certains lives, donc sur TikTok. Parfois, j'ai vite fait, parfois de quitter. Parce que c'est vraiment un autre monde, hein. Et je ne sais pas si les autorités l'appréhendent. Je pense bien, parce que parfois, hein, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement sur certains lives, sur Wekou, je crois, que j'ai suivi encore hier, etc. Donc, il faudrait que nous puissions faire un travail à faire en sorte que nos compatriotes puissent avoir raison garder sur ces canaux-là, sur ces espaces-là, qui sont des espaces de liberté d'expression. Mais quand on dit liberté d'expression, ce n'est pas un espace où on vient pour invectiver, pour dire n'importe quoi. Et parfois même, ce que nous disons là sur ces espaces et ce qui se dit, comme il n'y a pas trop d'encadrement, ça va dans tous les sens. Docteur, moi, c'est mon point de vue sur la question. Merci, docteur. Quand on considère le communiqué en date du gouvernement béninois, il y a essentiellement 2 points qui retiennent mon attention. Le gouvernement béninois qui veut sévir dans un premier temps, et le gouvernement béninois qui rassure aussi de mettre tout en œuvre pour que les citoyens gabonais en territoire béninois soient en sécurité. Juste. Je pense pour ma part que c'est une bonne décision. C'est une bonne décision parce que on ne peut pas continuer à vivre dans le désordre. On ne peut pas continuer à vivre dans un climat où tout le monde se lève et raconte n'importe quoi. Et ce qui participe même à enflammer la situation et à faire que les gens soient en train de continuer de relayer des informations qui frisent une certaine indignation. Alors, pour ce qui concerne la situation, le fait que le gouvernement soit en train de vouloir sévir, je pense que cette décision va quand même amener les gens à plus de retenue parce que il y a déjà un communiqué qui avait déjà été fait au prime abord pour pouvoir appeler tout le monde au calme. Donc, je pense que de par cette démarche-là, le gouvernement a déjà pris les choses en main en avertissant, en demandant à ce que nous ramenions complètement la balle à terre. Mais malgré cela, on a constaté, on a remarqué que les gens continuent à aller toujours dans ce sens-là. Et comme le docteur m'a aussi le disait tout à l'heure, ben, quand vous faites vous parcourez aujourd'hui les réseaux sociaux, plus précisément, vous allez sur TikTok. Mais moi, j'ai honte quand je vois certains contenus de nos chers compatriotes béninois où on se met à relayer des informations qui n'apportent rien d'instructif juste parce qu'on veut avoir des vues, on veut avoir des likes, on veut, mais le contenu, on ne veut quand même pas soigner le contenu ou l'apparence de ce qu'on est en train d'apporter. Donc, je pense que si cette décision vient à ce qu'elle soit appliquée, ça va amener les gens à pouvoir quand même se retrancher, à pouvoir quand même décider de se mettre au pas pour ne pas continuer à avoir ces genres de comportements ou à afficher ces genres de dérives. Parce que quand vous avertissez, ce n'est que on ne peut que maintenant laisser la place à la sanction pour amener les gens à prendre les choses avec beaucoup plus de sérieux. Bon, moi, je pense que si cette décision-là avait même été vite prise, on n'en serait pas là aujourd'hui.
si on arrivait déjà à ce que 2 ou 3 personnes soient déjà interpellées par rapport à la situation, moi je pense quand même qu'on n'en serait pas arrivé à ce niveau-là aujourd'hui. Donc je pense pour ma part que c'est une bonne décision. Et pour ce qui est du fait que le gouvernement soit en train de vouloir prendre des mesures pour mettre encore beaucoup plus dans le confort nos chers, comment je vais le dire, nos chers frères, merci beaucoup, nos chers frères et amis gabonais. Je pense que c'est une très bonne décision. C'est une très bonne décision parce que cela va amener aussi le gouvernement gabonais à faire la même chose. Parce que pour ma part, je pense que si le gouvernement béninois mène cette démarche-là, le gouvernement gabonais aussi va se pencher beaucoup plus davantage sur la situation et prendre beaucoup plus de mesures pour pouvoir amener aussi nos frères qui sont là-bas à pouvoir vivre beaucoup plus dans un climat de quiétude et de sécurité totale. Docteur, moi aussi, je donne lecture de l'un des paragraphes du communiqué en date. Le gouvernement informe que des poursuites judiciaires seront engagées conformément au Code du numérique en vigueur en République du Bénin à l'encontre de toute personne proférant des invectives ou des propos outranciers envers les autorités ou incitant à la haine. Votre lecture? Non, justement, vous ne pouvez pas, le code numérique l'interdit clairement. Il y a aussi le code pénal, il y a aussi peut-être le code de l'information. On ne peut pas se servir des canaux digitaux pour faire l'apologie donc de la haine, l'apologie donc du crime ou bien inciter à la violence. Donc de ce point de vue-là, le communiqué explique en disant si vous continuez dans ce sens et que vous invectivez, vous appelez à la haine ou même à autre chose, on peut vous interpeller. C'est interdit, c'est ce que je suis en train d'expliquer dès le départ, pour dire qu'il faut avoir cette culture-là, de savoir que vous avez la liberté d'opiner sur les espaces numériques, qui ne sont pas des espaces de non-droit, je le répète, qui sont régulés par le code du numérique, ceux qui n'ont pas encore une essence bien définie, comme je le disais, pour s'en occuper. Mais, et donc, de ce point de vue-là, vous n'avez pas intérêt à dire des choses, que ce soit dans un live, que ce soit dans des entretiens, que ce soit dans des panels, sur TikTok, sur Facebook, ou sur YouTube, ou n'importe quelle plateforme, vous ne pouvez pas parler pour aller à ce sens-là, sinon on va vous opposer les tests qui sont en vigueur et qui sévissent et qui seront obligés de vous interpeller pour présenter peut-être au procureur. Et donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. J'ai l'impression que parfois les compatriotes qui vont sur ces panels, sur le TikTok notamment, j'avoue, la plupart de mon point de vue ignorent que cet espace est régulé par la loi et que en disant des choses qui ne sont pas donc de nature à promouvoir la paix, la quiétude et autres, qui peuvent inciter à la violence, à la haine raciale et autres, et à la xénophobie aussi, on peut être interpellé. Et ça, même si entre-temps, on dit qu'on est dans une posture de patriotisme, qu'on défend sa patrie et qu'on ne devrait pas... Vous savez, aucun patriotisme, aucun nationalisme, aucun chauvinisme, si vous voulez, ne peut vous amener à invectiver, à faire en sorte d'être dans l'escalade de ce qui est permis. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Attends, on aime son pays, on aime son continent, on doit faire en sorte de tenir un discours qui soit propre, correct, et même on peut dénoncer. C'est ça qu'il faut faire la part de la dénonciation et l'invective. On peut dénoncer, on peut ne pas être d'accord, faire un débat correct, et quand on a les vraies informations, estimer, faire des analyses, estimer que si et ça, si on faisait ci, sans invectiver, sans peut-être commenter des images pour montrer que telle image, Y image, fait des comparaisons désobligeantes. On n'a pas besoin. Je pense que tout ça rentre dans une culture qu'il faut avoir. Est-ce que c'est une culture intellectuelle? Je mets sur le code de culture numérique et du culture tout court qu'il faut avoir. Vous n'avez pas besoin d'insulter, d'invectiver, d'injurier avant de dénoncer ou avant d'exprimer que vous n'êtes pas d'accord par rapport à une situation. Et donc ça, c'est le fond de l'affaire. Et donc de l'autre côté, comme les gens sont libres, on peut prier, payer la data, on allume et on monte, etc. Ça donne l'impression qu'on est en totale liberté. On peut se permettre de tout dire et de tout faire. La question aussi est là.
Madame Raoufou, est-ce que de pareilles situations ne vont pas peut-être conduire à la détérioration des relations bilatérales entre les deux parties? On ne va pas souhaiter cela, on ne va pas souhaiter qu'on en arrive là, parce que le Bénin et le Gabon ont toujours entretenu de très bonnes relations bilatérales, bien que ce ne sont pas des relations bilatérales qui s'affichent au grand jour, comme avec d'autres États. Et la question aussi qu'il faut se poser ici, c'est quelles mesures réellement le gouvernement béninois prend de son côté et quelles mesures le gouvernement gabonais prend de son côté justement pour éviter que ces violences verbales n'aillent à l'extrême. Il faut le rappeler, nous n'allons pas souhaiter que cela arrive. En 2014, entre la RDC Congo et le Congo-Brazza, on a eu une situation comme ça, où la population justement a poussé les autorités à la pression jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné où on expulse les citoyens congolais, mais de la République démocratique du Congo, du Congo-Brazza. Et nous allons souhaiter que cela n'arrive pas, parce que là où on en est, c'est qu'on voit des vidéos sur Internet où nos citoyens béninois vivant au Gabon sont brimés. Et ces vidéos-là, quand on le voit parfois, quand on a ce côté sensible, là, on se dit, c'est vrai qu'on ne peut pas se taire. Donc, il faut réellement penser également à des mesures pour mettre en sécurité les citoyens béninois vivant au Gabon. Parce qu'on a vu les vidéos ces derniers temps. Et pour ne pas également croire à la désinformation, je doute de la qualité de toutes ces vidéos. Il faut aussi que le gouvernement béninois puisse réellement s'assurer qu'il y a un mécanisme, ne serait-ce qu'au niveau du consulat, qui veille à la sécurité des commerçantes, des travailleurs dans l'économie informelle, justement au Gabon. Et c'est pareil au Bénin. Nous avons quand même la chance de ne pas voir des Gabonais frustrés ou brimés au Bénin, parce que le Bénin a toujours été un pays pacifique, comme tous les autres pays de l'Afrique. Ici, donc, l'appel à la retenue est toujours d'actualité. Il faudrait à chaque fois rappeler qu'il faut un minimum de retenue dans ce qu'on dit. J'épouse totalement les propos de mon prédécesseur justement en ce qui concerne la question des invectives sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faudrait quand même se dire, même en tant que patriote, il faut savoir contenir ce qu'on va dire sur les réseaux sociaux. Il faut que ce qu'on dise puisse refléter les valeurs justement d'une Afrique paisible au niveau des personnes qui nous entendent. Donc aujourd'hui, la question n'est pas de savoir qui a raison entre les deux parties, mais de savoir réellement quelle solution on apporte justement pour arrêter la saignée. Docteur Maoussi, on continue d'évoquer les réseaux sociaux, on continue d'en parler, et vous n'êtes pas sans savoir que des personnes de mauvaise foi peuvent volontairement se faire le choix de construire de fausses vidéos pour alimenter une fois encore la tension. Vous qui êtes spécialiste, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir qu'une image est fausse ou pas? Ce n'est pas aussi compliqué. Il faut utiliser la technique d'image inversée pour savoir si l'image a été déjà utilisée une fois, parce que effectivement, nous sommes aujourd'hui à l'ère des deepfakes. J'ai parlé tout à l'heure de l'intégrité de l'information qui inclut donc la désinformation et la malinformation et la mésinformation. Dans le cadre peut-être d'une désinformation, on fabrique une vidéo qu'on appelle deepfake, qui est même peut-être produite par une intelligence artificielle. Et ce qui ne s'est pas passé, la vidéo va dire que ça s'est passé. Ou bien on sort la vidéo de ce contexte. Donc tout ça, on peut faire une image inversée pour voir que la vidéo a été utilisée dans un autre cadre ou l'image a été utilisée dans un autre cadre, dans un autre contexte. Quand on parlait d'image inversée, comment est-ce qu'on y arrive? Vous prenez la vidéo que vous téléchargez dans Google, l'image inversée, et vous allez voir que ça va vous sortir, ou Google Lens aujourd'hui, ça vous sort l'utilisation qui a été déjà faite de cette vidéo ailleurs. Ça aussi c'est possible aujourd'hui. Merci. Ou il y a des logiciels qui permettent de le faire. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention quand vous avez une image, de ne pas croire à cette image tout de suite. J'ai vu circuler sur mon fil une image où, par exemple, où les gens tombaient dans un fleuve, je vais dire, bien dans un coup d'eau. Une dame a tenu une branche et tombait. Est-ce que la dame a tellement de poids pour tomber et les autres sont tombés avec quel temps le coup d'eau? Ça m'a fait interroger. J'ai l'impression que c'est de l'IA. L'image a été totalement générée par une intelligence artificielle. Donc autant de choses, on peut, tel qu'on est sur le plateau,
On peut montrer que je fais la même, mais c'est que c'est un coup que je porte à l'autre. On peut truquer tout ça. Et donc, il faut faire très attentif aux images quand on les reçoit et se dire, est-ce que c'est vraiment cette image-là? Alors, ce que moi, je conseille généralement aussi, c'est de pouvoir, même si vous avez quelqu'un, d'appeler. Si vous voyez quelqu'un sur l'image, d'appeler pour savoir que vraiment telle chose s'est passée. D'appeler ou carrément d'avoir ce que j'appelle le recul informationnel qu'il faut. Vous l'avez, vous déposez là, vous ne la partagez pas. Parce que vous n'êtes pas sûr que c'est une information vraie. C'est ce recul aussi qu'on doit avoir aujourd'hui. Et je vais le conseiller, ça n'engage que moi. Quand vous voyez des panels sur TikTok et autres, et que c'est un influenceur, dit-on, et que vous n'êtes pas sûr du panel et autres là, soit vous n'intervenez pas, soit vous quittez, vous allez ailleurs, soit vous vous abstenez, c'est mieux d'être dans un panel où peut-être on va vous appeler à être des témoins sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Parce que ça risque d'arriver. Oui. Au cas où on interpellait quelqu'un. On peut vous interpeller, vous allez être des témoins. Donc, sur l'information, globalement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut commencer à développer l'attitude de recul aujourd'hui et avoir ce que j'ai appelé, qui concerne ce que j'ai dit tout à l'heure là, ce que j'appelle l'hygiène aussi numérique. Qu'est-ce que ça veut Ne dire? vous connectez pas à tous les réseaux, ne soyez pas dans tous les panels, voilà, il n'y a pas tout que vous allez partager, etc. Il y a un minimum d'hygiène qu'il faut avoir pour être sûr qu'on est à l'abri de certaines choses. Mais la vidéo dont on est sûr, c'est celle-là qui montrait celui qu'on appelle Sami Boukats, qui exigerait la fermeture de certaines boutiques tenues par des Béninois en terre gabonaise. Quelques heures seulement, sinon quelques jours après cet acte, il a été interpellé. Juste. Je pense que c'est chose normale, c'est tout à fait normal qu'il soit interpellé parce que déjà, si je dois faire l'analyse, cela est dans deux sens. Le premier sens, bon, cet acte qu'il a posé, il l'a posé en tant que qui? C'est la question qu'on doit se poser d'abord. Quelle position occupe-t-il? Est-il une autorité au sein de l'appareil gouvernemental du pays pour poser ce genre d'acte? L'autre chose, c'est la portée de l'acte ou plutôt l'intention derrière l'acte. C'est-à-dire, c'est un acte, c'est quand même un acte qui n'est pas du tout normal, qui a suscité quand même tout ce que vous avez pu observer là. Donc, ce n'est pas déjà un bon acte. Donc, je récapitule en disant ceci. Le premier élément, c'est le fait qu'il ne constitue pas lui-même une autorité compétente pour pouvoir agir de cette façon-là. La seconde chose, c'est le fait que ce ne soit pas un bon acte. Donc, parce que ce sont ces genres d'actions qui enveniment encore plus la situation. Et quand c'est comme ça, il faut vite agir pour pouvoir prendre les choses à bras le corps avant que cela ne dégénère. Donc moi, je salue quand même cette décision-là qui a été prise par les autorités gabonaises. Parce que si il n'avait pas été interpellé, je pense pour ma part que d'autres personnes aussi seraient rentrées dans ce champ d'action-là et auraient agi de la même manière. Et on allait commencer par observer toute une série d'actions conduisant à ce genre de dérive. Donc, pour ma part, je salue quand même cette décision-là qui a été prise. Au-delà de la bonne foi du gouvernement de la rupture, qui entend sévir, qui entend engager des poursuites judiciaires contre les Béninois qui continueraient dans ce sens, quelles sont les pistes qu'on peut explorer en diplomatie pour une sortie de crise? Alors, d'accord, merci pour la question que je trouve vraiment très intéressante. Ici, on parle de sortie de crise. Il faut d'abord partir à la base du problème. Et on revient encore au même sujet dont on parle depuis le début, c'est le numérique. Parce que aujourd'hui, il faut, comme le gouvernement béninois l'a fait depuis le début, 3 communiqués, c'est pas rien. Mais moi, j'insiste quand même sur le fait que les communiqués ne font pas toujours l'affaire. Il faut, après les communiqués, également mettre en place des actions. Donc, ces actions... Les actions, par exemple. Voilà, j'en venais. Ici, aujourd'hui, on a le
problème de la régulation d'Internet. Parce que n'importe quel Béninois aujourd'hui peut se lever pour pondre ce qu'il veut sur la question gabonaise. Mais le code du numérique existe. Oui, le code du numérique existe, mais on parle ici d'interpellation, mais on ne peut pas interpeller les Béninois parce qu'à un moment donné, ils veulent défendre leur pays. Donc, il faut aussi voir la manière par laquelle on interpelle. Parce que justement, il serait quand même injuste de se lever aujourd'hui pour rattraper un Béninois parce qu'il a dit qu'il y a une telle situation. Il faut voir comment le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, la question quand même, quand on rentre dans les violences verbales entre deux parties, la solution est d'encourager le dialogue plutôt que la répression ou la coercition. Donc, ici, aujourd'hui, la question n'est pas qu'est-ce que le gouvernement doit faire, mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire en collaboration avec ces partis-là, justement, qui sont les parties prenantes de ces invectives. Parce que ce sont les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Il faut trouver un moyen, pas que les jeunes, oui, mais la majorité des personnes qui sont tombées dans la violence verbale depuis un certain moment, c'est les jeunes qu'on voit sur TikTok, dans les panels, les jeunes qu'on voit sur Facebook. Donc, il faut trouver un moyen d'engager le dialogue avec ces personnes. Au-delà du dialogue, il faut mettre en place des mesures qui rassurent les citoyens béninois que les partis, les citoyens béninois qui vivent au Gabon se trouvent quand même dans une situation de sécurité. On a parlé de rapatrier les Béninois si jamais ils le voulaient, mais on n'a jamais vu ça. Donc, il faut voir comment on met en place des mesures pour que les Béninois se sentent en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, si les violences continuent, est-ce qu'on ne va pas finalement arriver à un moment donné où on quitte carrément le côté numérique, les Béninois s'entrechoquent entre les Gabonais. Donc, il faut penser déjà à des mesures anticipatives pour éviter que cela n'arrive. Merci. On va, si vous le permettez, on va passer au deuxième sujet. Le temps est véritablement contre nous. Docteur Maoussi, à l'université d'Abomey-Calavi, professeur Avlessi ne sera plus recteur. Désormais, c'est Benjamin Higué qui le remplace. Quel est le bilan que vous faites du mandat du professeur Avlessi à la tête de l'université d'Abomey-Calavi? Chalvin va pas tourner aiguë, hein, bien sûr. Bien sûr. Donc, vous savez, bon, le recteur Avlessi avec son équipe, a pu faire ce qu'il a pu faire, notamment avec le premier vice-recteur qui est parti, qui a été remplacé maintenant, je vais dire, le professeur Patrick Rossou. Au fond, chaque équipe rectorale a ses visions, sa façon de faire. Ils ont pu faire ce qu'ils ont pu. Il faut remarquer qu'en réalité, il y avait des réformes au niveau des hauts fonctions universitaires de direction, dont les recteurs, et c'était un mandat de 3 ans. Et donc, le professeur Avlessi a fait les 3 ans, et il y a eu une prolongation d'1 année, et donc est venu à terme, et que l'équipe que le professeur Higué, Babatoune Chalmin va diriger, ils feront 4 ans. Donc, c'est 25-29. Ceci dit, moi, je n'ai pas d'appréciation personnelle à mettre sur le bilan du professeur Avlessi, mais je sais qu'il y a des défis à relever, quelle que soit l'équipe, puisqu'il reste encore 2 vice-recteurs à l'intérieur de l'équipe, le vice-recteur chargé de la recherche universitaire et le vice-recteur chargé de la coopération. Donc il n'y a que 2 nouvelles têtes qui arrivent, donc l'équipe a été divisée en 2. Quand on voit aujourd'hui l'université d'Abomey-Calavi et même toutes les universités, on se rend compte que le gouvernement qui est là maintenant, on va dire, ces 10 dernières années, a fait 1000 réformes. Mais les réformes n'ont pas vraiment tenu la promesse des fleurs. Parce que il y a encore des choses à dire. Ce que moi j'ai vu dans la réforme qui est là, c'est les nominations qui marchent. Donc on change 3 ans ou 4 ans, on change les doyens et les recteurs. Donc ça c'est une réalité. Et ça, il faut saluer ça. Parce que ceux qui sont là sont des gens triés sur le volet, qui ont les grades qu'il faut, et voilà, et donc qui ont à cœur donc, la gestion académique de la gouvernance de l'université. Et quand on parle d'université, vous avez 2 ou 3 choses. Très brièvement. Vous avez l'enseignement, vous avez la recherche, et vous avez le service à la communauté. Ce qu'il faut, donc il faut faire en sorte maintenant, en termes de défi, de revoir les offres de formation qui existent, que ces offres de formation soient plus adaptables ou adaptées
donc à la question du terrain, au marché de l'emploi, pour que ceux que nous formons à l'université puissent, quand ils sortent avec le diplôme, ils puissent trouver à faire et puissent être vraiment employables. Ça, c'est important. Ensuite, il faut encourager la recherche. Il faut donner les moyens aux laboratoires, aux équipes de recherche, de continuer à produire de la recherche. Et une recherche qui doit être centrée sur les problèmes de la société. Vous voyez le plan que vous posez. Moi, j'ai fait plein de recherches sur les questions de désinformation, sur le numérique. Donc, c'est les problèmes que nous avons. Par exemple, cette affaire-là, une équipe va s'en saisir, produire une note d'analyse, produire voilà, un document de recherche pour éclairer la société. Ça, on en a besoin, donc nos universités doivent pouvoir faire ça. Et enfin, de faire en sorte que l'université soit vraiment un pôle d'excellence qui permette à la fois de former les cadres compétents dans la République, mais aussi de produire de la recherche pour aider la société. Donc pour moi, et les défis qui attendent donc ces équipes-là, c'est qu'on ne peut plus être docteur d'une université aujourd'hui si son doctorat ne règle pas un problème de la société. Ça, il faut arrêter ça. Il faut faire en sorte que des doctorats par-ci, par-là, non, non, non. Il faut faire en sorte qu'il y a un problème qu'on a identifié. Et ce problème-là est dans un laboratoire, dans une unité de recherche. Et on identifie, donc le prof qui est au haut niveau identifie. Et c'est à ce moment qu'on peut mettre un doctorant dessus pour régler le problème. Sinon, on va se poser la question si l'université apporte quelque chose à un pays. Merci, voilà. Merci docteur. Vous faites très bien de chuter, hein, de chuter par là. Je vais écouter juste à Kako sur la question. Un nouveau recteur qui s'installe. Quels sont les défis qui vont s'aligner devant lui? En matière de défis, c'est si je prends la question des infrastructures. N'oublions pas que sans les infrastructures, on ne peut pas réellement avoir un cadre de formation qui puisse permettre d'aller vraiment de l'avant. Donc, quand je parle d'infrastructure, c'est surtout en matière de... Bon, on a déjà commencé par observer cela depuis les actions des anciennes équipes rectorales qui sont passées. Et donc, moi, je voudrais quand même que, pour ma part, je souhaiterais que la nouvelle équipe rectorale continue dans ce sens-là, continue à ériger de nouveaux bâtiments qui puissent permettre de contenir les étudiants qui soient en train de faire des formations. L'autre chose, c'est par rapport à l'équipement en matière d'outils modernes qui puissent permettre à nos différents chercheurs, à nos différents étudiants aussi de pouvoir se lancer beaucoup plus davantage dans la question de la recherche scientifique. Et l'autre élément, c'est aussi le fait d'encourager beaucoup plus l'innovation dans les différents sujets qui sont choisis dans le cadre des mémoires, des thèses et aussi surtout des recherches pour pouvoir rédiger les articles scientifiques et autres. Moi, je souhaiterais par exemple que nous puissions avoir au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, que nous puissions avoir à ce niveau aujourd'hui une revue de renom international qui puisse quand même permettre que l'on publie aussi des recherches à ce niveau-là. Parce que pour publier aujourd'hui les recherches scientifiques, ben, nous connaissons un peu comment le processus est un peu compliqué, il faut faire des démarches et autres là. Donc je pense que si on travaille à ce qu'on puisse mettre en place une telle revue de référence, cela pourrait quand même nous aider dans les avancées au niveau de la recherche scientifique. J'écoute rapidement, Dr Wenceslas, sur ce point-là, avant de retrouver... Non, je crois qu'aujourd'hui, avec l'actuelle équipe l'actuel vice-recteur de la recherche, ça a été dit, nous sommes en plein colloque là de l'université, moi j'en revenais, j'ai fait des communications lundi, mardi, et il y a une revue, maintenant que l'université d'Abomey-Calavi a, Mess Molem, je crois, qui va être une revue qui va permettre de diffuser les actes du colloque, mais il y a aussi les conférences plénières qui vont être. Et je crois qu'il y a un effort qui est fait dans ce sens pour diffuser la connaissance au niveau donc, de Calavi, du Bénin, mais aussi à l'international. Donc de ce point de vue-là, il y a un travail qui se fait. Mais ce dont on a besoin surtout, dont j'ai parlé, c'est l'accompagnement de l'État ou le financement de la recherche pour faire en sorte que la recherche puisse être vraiment servie du développement. Ça, j'insiste. Donc, sur les revues, il en existe. C'est vrai qu'il pose une problématique
du libre accès, parce que parfois on met des moyens pour publier les articles et on nous demande d'acheter les articles. Quand c'est les revues à l'international, mais effectivement on peut encourager, et ça se fait déjà à l'université d'Abomey-Calavi, le libre accès, de faire en sorte que les départements, les UFR, le laboratoire, quand on produit un article scientifique, quand même l'article a été publié ailleurs, on laisse une copie dans ce qu'on appelle le directory, le dépôt institutionnel, et ça va permettre aux gens d'accéder librement pour savoir ce qui est produit. Et quand on le fait même de cette manière-là, ça va décourager même les pratiques plagiaires. Donc quand j'ai publié, c'est là dans un entrepôt, vous pouvez pas aller chercher et dire que c'est pour vous. On tape dans le système, on sait que ça sort. Voilà, donc ça c'est des choses qui ont commencé timidement et qui sont des défis que les équipes actuelles, en tout cas avec les anciens membres, vont essayer de relever pour l'excellence à l'université. C'est vrai que nous sommes à la fin de ce plateau, mais je voudrais quand même écouter Madame Raoufou sur la question. Alors, on parle de défis qui attendent la nouvelle équipe rectorale. Moi, je trouve que, comme on l'avait mentionné dans les précédentes discussions, de travailler réellement à ce que les diplômes aujourd'hui qui sortent de l'université d'Abomey-Calavi puissent réellement permettre aux étudiants d'être employables. Parce que la question aujourd'hui de l'employabilité des jeunes se pose. On a plus de 1000 diplômés par année, mais à peine une centaine qui sont insérés dans le domaine professionnel. Donc ici, le défi le plus majeur pour moi, c'est vraiment de travailler à ce que les curricula de formation soient revus et adaptés aux réalités d'un marché béninois qui justement aujourd'hui est concentré d'une part sur l'industrie et d'une autre part sur l'économie. Donc, en réalité, aujourd'hui, il faudrait travailler à ce que les diplômes et les réalités du marché béninois également soient conformes. La deuxième préoccupation aujourd'hui aussi, c'est vraiment de travailler au niveau des infrastructures, comme Juste est en train de le dire, parce que il faut des infrastructures de qualité pour qu'il y ait des enseignements de qualité. Je terminerai par la question du master. Aujourd'hui, on parle de master recherche et master professionnel. Je pense que c'est une question qui mérite réflexion parce qu'on a entendu dire que d'ici 2026, qu'il y aura plus de différence entre le master recherche et le master professionnel. Donc, il faut voir à quel niveau se situe le problème dans cette situation et comment on fait la transition justement sur cette question pour que cela ne crée pas de problème à l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous trois. C'est vrai que j'ai bien envie d'écouter docteur moi aussi sur la question, mais on va s'en arrêter là. Mon réalisateur m'annonce que j'ai épuisé mon temps. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On va donc se donner rendez-vous pour demain lorsqu'il sonnera 18h. Bonsoir chez vous.